Bonsoir à tous et bon dimanche. Il est 17h, c'est l'heure de Sport Business Squad, votre rendez-vous de tous les dimanches. Aujourd'hui encore, nous allons avoir les chroniques d'habitude. L'actu de la semaine, nous parlerons de la Ligue de football professionnel. Et dans la Ligue de football professionnel, on parlera de son lancement manqué du championnat camerounais. À la statistique de la semaine, nous aurons la délicieuse Mariella Baté qui va nous faire le top 10 des joueurs camerounais les mieux payés en 2018. Nous parlerons aussi de ces joueurs africains qui sont sur le mercato et combien ils valent, comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que leur portefeuille se porte. Dans le focus de la semaine, nous allons parler des entreprises des paris sportifs et leur apport sur le sport camerounais. Bien sûr, nous aurons le quiz. Qu'est-ce que nous parlerons dans le quiz? C'est une surprise. Je ne suis pas seule. On revient tout de suite. De retour sur ce plateau, pour ceux qui viennent de nous prendre, nous sommes bien dans Sport Business Squad, votre émission qui vous parle d'économie et de management du sport. Je vous l'ai dit, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mes deux partenaires, il en manque un malheureusement, mais avec ceci, il y a quoi en faire. Bonsoir Francis Longuini. Salut Raksha et salut à tous les téléspectateurs, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve encore ici et surtout cet amour et cette envie de partager la passion pour le marketing, le management et bref, le sport business. Sport business, c'est clair que le sport business, c'est le mot de quelqu'un qui est ici à ma droite. C'est bien Tatou Vibes, le businessman du groupe. Bonsoir Tatou. Bonsoir Ashka, ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va. Surtout que j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre hier que j'ai été nommé quelque part. Ah oui? mais dis-nous. Non, c'est le quiz. Elle est bien bonne celle-là. Donc, je crois que Franck voulait dire quelque chose. Responsable marketing du Tonnerre de Yaoundé. Non, il n'y a pas de secret dans le Tonnerre de non, Yaoundé. en fait, je pense que le DG du Tonnerre, à qui je dis déjà bonsoir et merci pour la confiance. Ah, tu as ouais, bien sûr, Stéphane Semengue, a décidé de me confier le département marketing dans la direction du marketing du Tonnerre Calara Club. Oui. Et vous savez que le Tonnerre, c'est un très très grand club au Cameroun. Oui. Et j'en appelle ici, et je profite pour appeler vraiment toute l'équipe de Sport Business Squad pour m'épauler, parce que c'est une chance que nous avons ici pour démontrer en fait que tout ce qu'on dit à la télé aujourd'hui est possible sur le terrain. Oui. Et nous allons, avec l'accompagnement de tous nos partenaires, démontrer qu'il y a de la matière grise au Cameroun et qu'un club peut vivre de ses entrées. Et on va dire comme quoi que tous les cris qui se font ici ne tombent pas dans les oreilles des sourds. On a un futur marketiste quand on soit quand même. Moi, je sais déjà qui je pourrais critiquer la prochaine. Chaque fois que le marketing du TKC ne sera pas comme il faut, j'aurai en face de moi quelqu'un à qui je vais m'adresser directement. Je suis émue, on va dire ça. Je suis émue, je suis très contente pour toi. On va donc entrer dans ton domaine, dans le monde du LFPC, la Ligue de football professionnel. Tu sais, on va pas pitié de lui. Plus de petits, parce que tu fais partie de la bande. Et on va parler de la reprise manquée du championnat camerounais. Alors dites-moi, qui paye la facture? Mais écoutez, il faut dire que c'est assez complexe ce qu'on vit aujourd'hui au Cameroun. C'est une honte, c'est une insulte en fait. Donc, et moi je suis très très remonté. Oui. Parce que j'ai vu des gens partis dans les chaînes de télévision, créés à gauche, créés à droite. Au fond, j'ai pas ressenti, j'ai pas décelé le nœud du problème si ce n'était qu'un problème de personne. Oui. Qu'un problème de personne. Parce qu'à un moment donné, moi, avec le respect que je lui dois, moi j'ai vu l'interview du président de l'Union Sport de Douala, l'Union Sportive de Douala à la télé, le président Franck Api, où il a décrié la gestion de la Ligue professionnelle du Cameroun par le général Semengue, mais il faut dire aux Camerounais que la gestion administrative d'une ligue ou d'une fédération, c'est le secrétaire général et non le président. Donc, s'il y a un problème au niveau de la gestion administrative d'une ligue ou d'une fédération, c'est pas le président, c'est le secrétaire général. Maintenant,
Et il est allé plus loin. Parce que le secrétaire général est sous le président, quand même. Mais le responsable administratif. Oui. Parce que vous savez, le président, il est élu. Oui, mais il va pas le secrétaire général, il est nommé. Tatou. Alors, dans le fonctionnement des structures, à la Fédération camerounaise, le patron d'administration, c'est le SG. On est d'accord. Benjamin Barlock, c'est le patron d'administration. Maintenant, c'est pour ça que vous allez voir, techniquement, le secrétaire général d'une fédération, par exemple au Cameroun, est plus payé, il a un salaire plus élevé que celui du président de la fédération. Ah oui. Oui, c'est parce que c'est le patron de l'administration. Maintenant, le président, il a son salaire, après il a ses bonus, avantages, tout ça. Oui. Mais, pour revenir à ce que je disais, le président Api a dit à la télévision, en Mondiovision, que la Ligue ne commence pas pour telle raison, le championnat commence pour telle. Mais c'est une honte, soyons sérieux. Surtout qu'il avait été annoncé. Soyons sérieux. Ils ont fait une réunion à la Fédération camerounaise de football. Avant ça, il y a eu une réunion à la Ligue, au ministère, sous le ministre Bidoumpat. Après, il y a eu une réunion à la Fédération. Après, il y a eu une autre réunion au ministère le jeudi, la veille, quelques jours avant le lancement. Et le ministre dit, allez jouer, on va régler les problèmes. Mais ils ne vont pas jouer. Mais après moi, je suis un peu frustré parce que vous savez, ce n'est pas l'image du général Pierre Semengue qu'on traîne dans la boue. On est d'accord. C'est l'image du Cameroun. Ah oui, ça c'est clair. On a déjà, au niveau sportif, on n'a même pas encore fini de nettoyer d'assécher nos larmes par rapport au glissement de la canne. Maintenant, on vient nous ressortir un film d'horreur où on nous dit non, le championnat n'a pas commencé tel jour et on est obligé de... Heureusement, on a eu le lancement du championnat Elite One, Ligue 1, Ligue 2 hier, au stade militaire, c'est bien passé. Mais je vous dis franchement, il faudrait que ça s'arrête. Et je vais terminer en disant, il faudrait qu'on arrête de penser qu'une institution, si ça ne va pas, c'est forcément une personne. Parce que les présidents de club font tous partie de l'institution. Et il faudrait que les présidents, quand ils veulent décrier, qu'ils nous disent des vérités aussi. Il ne faudrait pas que les gens aillent dans les radios à côté de n'importe quoi, parce que nous, on connaît la vérité. Et on va la dire. Bien sûr, on va donc finir avec cette chute, on va dire grosse chute là, c'est tout un tsunami. On va la dire, la vérité. Et c'est ce que Marina Kogvina va nous dire en nous faisant ce reportage sur la grosse humiliation que la Ligue de football professionnel du Cameroun a connue avec cet échec du lancement qui n'a pas eu lieu, avec des clubs qui ne se sont pas présentés. Et là, il y a eu tout un oulala sur cette ligue et ce recommencement du championnat camerounais malgré l'organisation des playoffs. On prend ce reportage et on revient. Des tourments dans la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Suite au boycott du début des championnats par certains clubs d'élite One et tout, le premier vice-président de la Fédération camerounaise de football a tenu ce jour une réunion au siège de l'instance en présence des parties concernées, ceci sous l'égide du président Seydou Mbombo Djoya. Après moult discussions et des heures de travail, la Ligue professionnelle de football et le syndicat ont trouvé un terrain d'entente. Ces travaux se sont déroulés dans un climat exceptionnel, au-delà de toute espérance. Je voudrais dire que les différents acteurs du football, la Ligue de football professionnel, les clubs représentant les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, sous l'égide de la fédération, tous ces acteurs ont su faire preuve d'un sens très élevé du devoir et au terme des travaux qui se sont déroulés dans le dialogue, dans un esprit constructif et après des échanges francs et fructueux. Le football camerounais connaît ces jours des glissements notoires. Ainsi, l'absence des clubs d'élite One et tout au stade militaire de Yaoundé pour débuter les 10 championnats a créé une conséquence qui a abouti à une décision de report de date. Tout le monde pensait qu'on était en guerre. Effectivement, tout est fini bien, qui finit bien. Donc, nous relançons le football samedi 2 février par 2 matchs qui devaient effectivement lancer la compétition, à savoir la Ligue 2 à 14h et la Ligue 1 à 17h. Terminer le bras de fer entre la Ligue professionnelle de football et les présidents des syndicats. Au sorti de cette assise, c'est du gagnant-gagnant, bien que les problèmes ne seront pas réglés au même moment. Pour l'intérieur supérieur de notre pays, que chacun mette un peu lâche un peu du lest et qu'on voit comment on peut tout faire
pour faire effectivement démarrer le championnat dans l'intérêt supérieur de notre pays. Disons qu'on avait un minimum de réclamations quant à la compétition, quant à la régularité de la compétition. À partir du moment où ces demandes ont été satisfaites, honnêtement, nous n'avions plus rien. Il n'y avait pas de raison de continuer à rester stoïque, statique sur nos positions. C'est dans cette mouvance que le championnat camerounais retrouve sa sérénité. Sérénité, pas bien vue du côté des experts ici sur le plateau et du côté de beaucoup des Camerounais qui sont fans de football. Alors on va poser la question à Frangislin, comment expliquer ces dérives managériales du côté de la LFPC? C'est des choses qui ne s'expliquent pas. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Mais en fait, l'explication date de 8 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé de créer cette ligue de football professionnel, elle n'a pas réellement été pensée, elle a été décrétée. Parce qu'il fallait justement s'arrimer aux standards internationaux. C'est assez dommage qu'on se retrouve toujours à courir derrière les calendriers, derrière les standards internationaux, parce qu'au Cameroun, c'est ça le véritable problème. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait, ce que votre reporter appelait tout à l'heure la sérénité, j'appelle ça le sparadrap. C'est-à-dire qu'on a cette habitude-là de vouloir résoudre les problèmes, nos problèmes, les problèmes du sport en général, de résoudre, c'est-à-dire de soigner des plaies avec un sparadrap. On se dit que ça va aller. Effectivement, quand on met le sparadrap, on ne voit pas la plaie. Mais ce n'est pas parce qu'on a mis le sparadrap que la plaie va guérir. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait, cette réunion qu'évoque justement votre reporter, est la preuve, s'il en était besoin, qu'en fait, on passe le temps à résoudre les problèmes avec le sparadrap. La saison prochaine, les problèmes seront exactement les mêmes. Exactement. Et c'est comme ça depuis 8 ans. Pourquoi pas simplement, moi, je le dis, enfin, je propose, parce que peut-être à un moment, peut-être il faudrait utiliser ce type de terme, je propose qu'on dissolve la Ligue professionnelle de football et qu'on la repense. Parce que tant qu'on ne va pas repenser la Ligue professionnelle de football... Un Cameroun sans Ligue professionnelle de football? Non, il faudrait... vous savez, le Nigeria l'a fait. Aujourd'hui, le Nigeria, ils l'ont fait et l'année d'après, ils ont gagné la CAN en 2013. Il faudrait le faire. Je veux dire que, de toute façon, les équipes qui se qualifient pour les compétitions africaines dépassent rarement le taux de cadrage. Donc, techniquement, ça ne nous sert à rien, en fait. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on se dit, OK, à un moment, on a mal pensé. À un moment, on s'est rendu compte qu'on avait mal pensé le projet de la CAN. On pensait qu'on allait organiser la CAN en 2019. On a reconnu nos erreurs et on s'est dit, on se donne le temps de mieux penser les choses. On n'a pas reconnu nos erreurs, on nous a forcé à les reconnaître. Parce que si on ne l'avait pas retiré, je me réfère au discours du premier Camerounais qu'il a dit, justement, il a dit, on reconnaît nos erreurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, on accepte le glissement et on se met au travail. Avec la Ligue professionnelle, c'est ce qui doit se faire. Aujourd'hui, on doit refaire tout à zéro. Qu'est-ce que j'entends par tout faire à zéro? Il faudrait ce que j'appelle le cahier de charge du club professionnel. On ne peut pas dire qu'un club est professionnel si on n'arrive pas à déterminer ou à définir ce qu'est le professionnalisme. Exactement. Qu'on définisse un cahier de charge du club professionnel, qu'on mette ce cahier de charge à la disposition de tous les clubs qui veulent. Parce qu'on a vu dernièrement avec le non-début du championnat, tout le monde ne veut pas être professionnel. Et ils vous l'ont dit clairement. Et c'est pour ça qu'ils ont créé un syndicat qui n'avait rien de professionnel, parce qu'ils vous ont dit clairement, nous, on ne veut pas forcément être professionnel. Mais pourquoi accepter Mais maintenant, c'est pour ça que je dis que il faudrait pas qu'on force les gens à être professionnels. S'ils ne veulent pas, vous savez, il faut que je vous dise, pour ceux qui étudient un peu l'histoire du sport, le professionnalisme jusqu'à dans les années 70 était condamné par la loi du sport. C'était interdit à un sportif d'être professionnel. Parce qu'en fait, le sport à la base, c'est une discipline amateur. D'accord. Et on redéfinit, on commence à penser professionnel à partir de 1970 et en définissant que le professionnel, c'est celui qui est payé, qui est payé en contrepartie justement des prestations sportives. Donc, tout le monde n'est pas obligé. C'est pour ça que vous voyez par exemple au Cameroun, l'association la plus représentative du Cameroun, c'est l'association des clubs amateurs du Cameroun, qu'on appelle la CEFAC. Donc il faudrait comprendre aujourd'hui, le sport à la base est une discipline amateur. On n'est pas obligé d'être professionnel. Par contre, si on décide de prendre part à une compétition qui se veut professionnelle, il y a un cahier de charges qu'on doit remplir. Et c'est donc à partir de ce moment-là que je dis, on doit tout casser à zéro. Mais est-ce que ce cahier de charges n'est pas déjà mis en place actuellement? Malheureusement non, malheureusement non. C'est-à-dire que... Donc on évolue à l'aveugle alors?
non seulement on évolue à l'aveugle, mais on n'avance pas en fait. On a l'impression qu'on avance, mais on n'avance pas. Et quand on essaye d'avancer, on revient en arrière. C'est pour ça que je dis, on soigne les plaies avec le sparadrap. Il faudra à un moment enlever ce sparadrap et soigner la plaie véritablement. Et bon, Tatou, Francis Land dit qu'on soigne les plaies. Il n'y a pas de cahier de charge d'une ligue professionnelle ici au Cameroun. Quel serait donc l'impact économique d'un tel échec? Parce qu'il faut dire que c'est chaotique d'annoncer un championnat qui commence et qui ne commence pas finalement. Déjà, il se situe à plusieurs niveaux. Hein. Il faut reconnaître que parmi les clubs professionnels qui participent au championnat, évidemment, oui, il y a ceux qui ont fait le déplacement. Exactement. Et donc, il y a ceux qui sont désolidarisés de la grève. Veulent être professionnels. Et il faut rembourser. J'aurais appris au sorti de la réunion dont nous avons eu le reportage précédemment, il y a eu une décision de la part du président Bombo Joya qui devrait rembourser les frais au club. C'est bien, mais on ne va pas rembourser les frais Mais ça ne change rien à la catastrophe, on va le dire. Non, je vais y arriver. On ne va pas rembourser les frais de déplacement, après tout ce que les clubs ont dépensé pour ce jour-là, mais on ne va pas rembourser aux téléspectateurs ou alors aux fans qui ont fait le déplacement pour les différents stades. C'est de ça que je parle. Au-delà de ça, vous savez, j'ai souvent dit qu'il y a un problème de structuration dans nos institutions au Cameroun, principalement dans le monde sportif. Aucun partenaire sérieux, partenaire économique sérieux, aucune institution sérieuse ne voudrait aller se greffer à une institution comme la Ligue professionnelle de football si ce n'est pas organisé. Non, mais personne ne voudrait se greffer à quelque chose qui n'est pas organisé. Voilà. Donc, ceci dit, il faudrait que les présidents de clubs qui vont vous dire qui réclament de l'argent pour pouvoir aller jouer. Mais Franck l'a dit tout à l'heure. C'est pas Omco Entertainment, Sport Entertainment n'attend pas de l'argent de l'État pour pouvoir fonctionner. On est d'accord. Tattoo Vibes n'attend pas une subvention de l'État ou bien je ne sais pas de quel ministère. On a même parlé de ça. Les présidents doivent déjà avoir leur capital avant de commencer. Maintenant, l'idée derrière, c'est que ces présidents vendent des joueurs. Pourquoi est-ce qu'on voudrait forcément que la Ligue aille chercher de l'argent pour pouvoir faire fonctionner le championnat? C'est la politique du mois, on va le dire. Non, et puis après, l'impact économique, il est énorme. C'est comme si on comparait, c'est comme si on se disait, ok, suite au glissement de la CAN, il n'y a pas de répercussion économique. La Ligue professionnelle de football a sali son image. Je dis, imaginez qu'on vous dise que le bac, c'est demain. Et que tout le monde arrive dans les différents établissements et on dit qu'on a annulé le bac. Pardon, mais ils auront déjà encaissé leurs sous. Hein, ils auront encaissé les sous. Oui, ce sont les enfants qui pleurent. Mais ils auront encaissé leurs sous. En fait, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que au niveau de l'image, parce que moi je reste sur le symbole image. Oui. Au niveau de l'image, c'est pas bien pour le Cameroun. On est d'accord. C'est pas beau pour le Cameroun. C'est frustrant, c'est insultant à la limite. Donc il faudrait que ceux qui sont dirigeants de club, dorénavant, s'ils veulent faire un mouvement de protestation XYZ, il faudrait qu'ils trouvent d'autres moyens. Pas une insulte comme celle qui vient d'infliger au Cameroun. Attends, avant de parler, avant de te poser la question, j'aimerais venir à ce que Tatou vient de dire. C'est une insulte envers le Cameroun. Ce n'est pas beaucoup plus une insulte envers le président de la Ligue de football professionnel. Il faut dire qu'il ne s'entend pas très fort ces derniers temps avec l'affaire de la secrétaire générale, Mme Manguélé. Il faut dire que je pense que ça a trait à ce point-là, Franck. Bon, moi, en fait, je ne fais jamais le débat sur les personnes, ça ne m'intéresse pas vraiment. Par contre, moi ce que je veux pouvoir mettre en avant, effectivement, c'est une insulte. Parce que les gens se disent c'est une insulte à la Ligue professionnelle ou même à une personne, c'est-à-dire au président de la Ligue. Exactement. Le président de la Ligue, il est passager parce qu'il va partir. Madame ceci ou madame cela, tout le monde est amené à partir. Mais le Cameroun va rester. Et l'image que les gens retiennent à l'extérieur, ceux qui étaient devant leur télévision, ils savaient partout dans le monde entier. On savait. Moi, je suis dans un forum avec plein de journalistes de sport du monde entier et qui attendaient le championnat. Et à un moment, tout le temps dans le forum, ils demandaient où en est-on avec les informations, où en est-on, ça a commencé et tout et tout. Et toi, en tant que Camerounais, tu as honte de dire qu'en fait, il y a un club qui a dit il vient pas. Je peux pas dire, il y a des gens, il y a des journalistes de Côte d'Ivoire, du Bénin, qui sont là, vous êtes dans un forum.
et avec plein de responsables de la CAF et tout. Exactement. À aucun moment tu peux dire, et parce que quand s'il fallait même que tu dises, parce que de toute façon l'information elle est connue, et après tu te dis, il y a déjà, tu es dans un forum avec les responsables de la CAF. Oui. Lorsqu'ils pensent Cameroun, ils se disent, tiens, c'est à ces gens qu'on va donner notre CAN. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Surtout avec le glissement de la CAN, en fait, on ajoute encore une équipe de la sorte. Qu'on se pose quand même aussi souvent un certain nombre de questions. Ouais. Moi, je connais un club qui s'appelle Coton Sport de Garoua. Les gens qui ne maîtrisent pas la géographie du Cameroun ne peuvent pas imaginer ce que ça représente de partir de Garoua pour Limbé. Ah oui. Avec tout ce qu'il y a comme conditions, je ne vais pas revenir sur les conditions de sécurité et tout ce qui va avec, de partir de Garoua pour Limbé et que vous ne puissiez pas jouer et que ça ne dérange personne. Je vais ressortir par un élément plus ou moins important. Je sais pas, c'est concernant justement parce que dans le CNT du président Franck Api tout à l'heure, dans le reportage, c'était écrit président du CISEC. Oui. Moi, je voudrais expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent que dans la nomenclature du sport, il n'existe pas, c'est-à-dire le sport ne reconnaît pas au niveau de la réglementation sportive, on ne reconnaît pas les associations des présidents de clubs, ça ne veut rien dire. Vous n'allez jamais, c'est-à-dire vous n'allez jamais entendre, on reconnaît les associations dans les corps de métier du sport, on reconnaît les associations des footballeurs et des coachs. Ces associations-là sont affiliées à ce qu'on appelle la FIFPro, qui est donc au niveau international. En Afrique, elle est représentée par ce qu'on appelle la FIFPro Afrique, qui est d'ailleurs même pilotée par un Camerounais, Jérémy Solanjita. Au Cameroun, c'est une organisation qui s'appelle le SINAFOC. Ce sont les organisations sportives qu'on reconnaît. Les présidents de clubs, ça ne veut rien dire dans le domaine du sport. Et il faudrait comprendre aujourd'hui que, et c'est ça le véritable problème, vous m'aviez posé tout à l'heure la question, où est-ce qui paye l'addition? En fait, on a donné trop de pouvoir au président de club. Exactement. Un président, je mets vos téléspectateurs au défi actuellement. Donnez-moi le nom du président de la Ligue de football professionnel d'Espagne. Pourtant, chaque samedi, on est devant la télé, on regarde la Liga. Donnez-moi le nom du président de la Ligue professionnelle de la Première Ligue anglaise. Personne ne peut vous le donner. Pourtant, on est chaque jour devant l'écran, on regarde. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait du joueur la star. Quand on vous parle de la Serie A, lorsque vous allez dans les plateformes des réseaux sociaux de la Serie A, ce sont les joueurs. Vous n'allez jamais voir les présidents. Moi, je déplore souvent un phénomène quand on est au Cameroun. Après un match de football, vous avez un garçon qui a marqué 3 buts. 3 buts pendant le match. Lorsque le match finit, tous les journalistes l'esquivent. Ils vont au gradin, ils vont interviewer le président. Que pensez-vous de ce garçon qui a marqué 3 buts alors qu'il est là au stade? Personne n'arrive à interviewer ce joueur. Parce qu'on a fait des présidents des stars. Pourquoi est-ce que moi je dois venir à la télévision? C'est l'institutionnel qui règne au Cameroun, on va lui dire. C'est ça le véritable problème. On ne doit pas parler des présidents, on doit parler des joueurs. Ces garçons, ça fait 7 mois qu'ils n'ont pas joué au football. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine de la médecine sportive, mais croyez-moi, quand le muscle a fait 7 mois sans pratiquer une compétition, ne demandez pas à ces garçons d'être stratosphériques lorsque le championnat, enfin comme ça a commencé, on a vu c'était vraiment nul, parce que les joueurs ont fait 7 mois sans jouer au football. Vous n'allez pas leur demander d'être compétitifs. Et c'est ça le véritable problème aujourd'hui. On doit aller sur la base d'un championnat où c'est le footballeur qui est professionnel et non le président. Sans donc vouloir nous répéter, Franck, sans donc vouloir nous répéter, à quel moment pourrait-on dire que le Cameroun est ou bien peut être dans une ligue de football professionnel? Professionnel en général. On peut parler à partir quel moment? À partir du moment où ce sport-là produit de l'argent. Je vous ai défini tout à l'heure d'après la charte olympique. Le professionnel, le sportif professionnel est celui qui est payé en contrepartie d'une activité sportive. C'est-à-dire que ça veut dire quoi, pour répondre à votre question, c'est à partir du moment où le football camerounais va payer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive, on va parler de professionnalisme le jour où le football professionnel sera capable de reverser de l'argent à la fédération pour financer le football amateur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le football professionnel qui finance le football amateur. C'est le football amateur qui finance le football professionnel. Non, je veux dire en général, en principe. Au Cameroun, en ce moment. Mais au Cameroun, c'est plutôt le football amateur qui finance le football professionnel. C'est pas surprenant en même temps. Si, c'est très surprenant. Non, c'est pas normal. On est d'accord, mais c'est pas surprenant que ça se passe comme ça au Cameroun. Non, c'est ce dont on est en train de en réalité, c'est surprenant pour nous autres propriétaires d'agences de marketing sportif. Vous comprenez un peu, parce que je continue à dire, tout club professionnel est une entreprise. On est d'accord. Avec à la tête un PCA, un DJ. On est d'accord. Vous comprenez un peu. Donc, il est inadmissible qu'on me dise que, sans vouloir faire les publicités à qui que ce soit, qu'une agence comme MTN, Orange, je sais pas trop quoi et tout ça là, ait des problèmes parce que on n'a pas donné de subventions, parce que c'est pas trop quoi et tout. Non, mais ça se comprend pas en fait. C'est dommage. Ce que moi je vais ajouter à ce que France disait tout à l'heure. Vous savez, j'ai un ami au Bureau international du travail qui m'a demandé un jour si
il était intelligent de leur part de partir faire des enquêtes sur les clubs professionnels au Cameroun. Ah, il était sérieux dans sa question, il était sérieux? Oui. Ah, d'accord. Et je vais vous dire une vérité. La vérité est que... Moi, je l'encourage à le faire. D'accord. Parce que quand un président de club se met à la télévision, il dit que la Ligue est mal gérée. Oui. Je pose la question s'il gère bien son club. Parce que si le ministère du Travail, la CNPS, l'Organisme international du travail, je pense que les trois institutions-là descendent dans les clubs camerounais aujourd'hui. Soit les présidents des clubs vont aller en prison, soit ils vont fermer porte. Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas de salaire. Il y a pas mal de joueurs à qui on doit encore des primes de signature. Franck disait tout à l'heure, on devient professionnel quand on est récompensé par rapport à l'activité qu'on fournit. Oui, par rapport à ce Au Cameroun aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a dit à la télévision un jour, vous savez, les présidents de club dépensent beaucoup d'argent. Mais écoutez, c'est un investissement. C'est ce qu'on disait d'habitude. C'est un investissement. Ça veut dire que un président de club aujourd'hui qui dépense en une saison 80 millions. Encore, il faut voir s'ils vont me dépenser 80 millions. 80 millions. OK? Oui. Et qu'à la fin de la saison, ils vendent ne serait-ce qu'ici à côté au Maghreb 2-3 joueurs qui rapportent 300 millions. Fois 3, ça fait 900 millions. Mais dites-moi un peu, il a dépensé quoi? Là, pour lui, il a dépensé beaucoup, puisque ça ne change pas, c'est la même chose. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, j'ai vu un rapport justement de la réunion de pré-saison d'un club qui s'appelle Renaissance d'Ongoumou. J'ai été choqué. C'est-à-dire que le président vous dit pendant la réunion, parce que j'ai lu le rapport, il vous dit cette année, personne n'aura de salaire. Clair. Il vous dit cette saison, vous jouez, vous n'avez pas de salaire. Pourquoi? Il ne débat pas, il vous dit, vous les joueurs, que vous n'aurez pas de salaire. C'est comme interdit par la FIFA. Non, il vous le dit. Dans le rapport, professionnel. j'ai le rapport, il dit, c'est même interdit. Il vous dit, vous les joueurs, vous n'aurez pas de salaire. Si vous gagnez un match, je vous donne 15 000 par joueur. Si vous perdez un match, vous n'avez rien. Bon, comme je suis gentil, il précise, chaque déplacement que nous ferons hors de la région du centre, je vous donne 3 000 francs par joueur. Il a fini, c'est ça dans le rapport de la réunion. Il vous dit clairement, je ne vous donne même pas 5 francs. Et ça me dérange. Maintenant que Racha, écoute. Ça ne dérange personne. Ce rapport-là, quand les responsables de la Ligue le voient, ils sont tranquilles. Et on vous dit, à la fin de la saison, on vous dit qu'on est professionnel. Et ça me dérange. Moi, ça me gêne parce que ça ne dérange personne. Moi, j'ai été choqué par ce rapport de réunion qui a été publié par le club. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà ce que nous avons arrêté pour la saison 2019-2020. Nous, on ne paye pas les joueurs. C'est un club qui est censé être professionnel. Je crois qu'ils évoluent en Ligue 2. Oui, ils sont en Ligue 2. En fait, il faut dire Franck. Comment est-ce qu'on peut permettre ça? Par la FIFA. Et c'est quand on regarde tout ce qui est interdit par la FIFA et qui se fait au Cameroun. Et c'est ça le véritable. Et c'est pour cela que je dis, on doit définir. Moi, j'ai travaillé au lancement d'un programme à la CAF qu'on a appelé le Club Licensing System. Je suis choqué que au Cameroun, déjà, j'ai trouvé très incongru que lorsque nous formions, par exemple, les instructeurs qui devaient justement participer à la professionnalisation des clubs, l'instructeur venait de la FECAFOOT. La FECAFOOT qui gère le football amateur au Cameroun. On n'a personne à la Ligue professionnelle de football qui a suivi cette formation qu'on a eu à donner au Caire. Mais comment est-ce qu'on arrive dans une situation où le football professionnel, on veut le développer, le football professionnel, mais ceux qui sont formés, c'est ceux qui gèrent le football amateur, c'est-à-dire la FECAFOOT envoie des représentants. Or, normalement, c'est l'instance du football camerounais. Et c'est ça l'erreur. En fait, au niveau de la Ligue professionnelle de football, il doit avoir un point focal, Club Licensing System. Et c'est lui, en fait, qui doit former les clubs, qui doit définir le cahier de charges que j'évoque depuis. Et j'ai dit ça dernièrement dans une lettre ouverte que j'ai adressée au ministre des Sports. J'ai dit clairement, il faudrait qu'on arrête de financer. Parce que le financement, on pense que ça fait du bien. Depuis 8 ans, le financement est en train de tuer le football camerounais. Quand l'État finance le football, c'est un peu comme si vous me dites que depuis 8 ans, moi, mon entreprise, Omco Sport Entertainment, depuis 8 ans, l'État me donne, je sais pas, 600 millions. Et que de ces 600 millions, l'État ne me demande même pas ce que j'en fais. On n'essaye même pas de savoir si je fais du chiffre d'affaires. On s'en fout. Je gère comme je veux. Je ne paye même pas des joueurs. Et je leur dis clairement que vous n'aurez même pas 5 francs. Je vous donne 3 000 si je suis de bonne humeur. Et pourquoi l'État ne fait rien en fait? On est d'accord. Pourquoi est-ce que l'État ne se demande même pas où va son argent? On est d'accord que ce sujet est tellement épineux qu'on n'en finira pas.
Et malheureusement, on va mettre un terme à ce débat et on va passer à la statistique de la semaine. Mais je vous rassure que ici, tous les jours, on parlera, on décrira encore et encore les problèmes économiques, les problèmes de la Ligue professionnelle, managériale de la Ligue de football professionnel. En tant que football professionnel, si on le dit, il faudrait bien qu'on s'attelle à être professionnel. Comme le disent les experts, j'espère que vous les écoutez et que tous les jours qu'ils parleront, ça finira par tomber dans les oreilles des personnes, on va dire aguerris, et qui feront quelque chose pour ce football professionnel que nous aimons tant. Nous allons donc passer à la statistique de la semaine et ça sera avec notre Marielle Abaté qui va nous faire, on va dire, l'échelle de ces joueurs-là qui sont les mieux payés au Cameroun, les joueurs camerounais qui sont les mieux payés au monde, les sportifs les mieux payés. Bonsoir Marielle, et comment ça se passe là-bas de ton côté? Salut la team, salut Raksha, bonsoir à tous. Nouvelle statistique cette semaine, nous allons à la découverte du top 10 des sportifs camerounais les mieux payés en 2018. C'est bien sûr avec le concours de nos confrères de Diasport. On découvre tout de suite. La 10e place de notre classement est occupée par le footballeur Aboubacar Vincent, le joueur âgé de 26 ans, engagé au FC Porto depuis 2014, est le 10e sportif camerounais le mieux payé en 2018 avec un salaire annuel de 2,2 milliards de francs CFA, soit 3,5 millions d'euros. C'était un joueur déjà annoncé dans plusieurs clubs européens. L'ancien Lyonnais payé à 2,7 milliards de francs CFA fait aujourd'hui la fierté des couleurs de Torino Football Club qui a décidé de le garder définitivement avec un salaire de 2,3 milliards de francs CFA. Nicolas Nkoulou est le 9e joueur le mieux payé de notre classement. C'est l'un des joueurs à forte sensation pour le public français lors du Mercato. Après une expérience à Marseille où il recevait 1 milliard de francs CFA, Zambo Anguissa décuple son salaire annuel à 2,3 milliards de francs CFA par an. Après son entrée en Première Ligue et Fulham en qualité de milieu de terrain, il occupe la 8e place de ce classement. La 7e place revient au footballeur camerounais Georges Ntep. Après son transfert de Rennes à Wolfsburg, il s'est assuré une barre haute, un salaire annuel de 2,6 milliards de francs CFA cette fois. Eric Maxime Choupo-Moting intervient 6e dans la liste. Après une arrivée à taux zéro au Paris Saint-Germain, le footballeur relégué en Championship par Stoke City est salarié de 2,8 milliards de francs CFA reçus chaque année. Nous sommes donc à mi-parcours de cette édition et bien sûr, ce n'est pas encore terminé. Le top 10, ça se poursuit. 5 places encore à disputer entre nos professionnels. On découvre la suite. C'est certainement l'un des joueurs les plus attendus de cette course. À 37 ans, c'est toujours une athlète remarquable qui fait la fierté de plus d'un supporter à travers le monde. Après un bref séjour à Konya Sport, son ralliement au Qatar Sport Club pour un contrat de 10 mois lui décroche 3,2 milliards de francs CFA et donc pas de perte pour Samuel Eto'o, 5e de notre classement. Il gagne bien sûr une place en se positionnant 4e en lice. Christian Bassogog, le champion d'Afrique et ancien attaquant de Lyon blessé de Futuni au Cameroun, touche aujourd'hui un salaire annuel de 4,2 milliards de francs CFA. Il est bien sûr 4e. Le 3e sportif camerounais le mieux payé en 2018 joue depuis lors sous les couleurs des Reds de Liverpool. Après son départ de Schalke, Joël Matip capitalise aujourd'hui 4,7 milliards de francs CFA chaque année, malgré quelques bonus perdus la saison dernière. C'est une place au classement qui surprendra plus d'un, mais la 2e catégorie est tenue par un professionnel camerounais de football américain, l'un des 5 meilleurs défenseurs de la NFL, récemment passé chez les Rams de Los Angeles pour 1 an de contrat, obtient donc un salaire annuel de 7,9 milliards de francs CFA. Damoko Sou est le 2e sportif le mieux payé en 2018. Et il s'aligne juste après le sportif africain le mieux payé de l'histoire. Âgé de 24 ans, Joel Embiid a lui seul en masse une fortune annuelle d'une moyenne de 16,2 milliards. En dehors des campagnes publicitaires et autres engagements rentables pour le sportif, le basketteur est au top. Le premier sportif camerounais le mieux payé en 2018. C'est donc tout pour la statistique de la semaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle actu.
Merci Marielle pour cette statistique bien détaillée. On a vu que la légende de Eto'o qui fait beaucoup de phrases qui est à la 5e position. Faut dire que malgré qu'il soit toujours dans les hauts et les bas, même déjà dans la politique, il est toujours dans le monde du football. On a bien sûr Joel Embiid qui a bataillé tout le long de cette année et je pense qu'à 162 milliards de francs CFA, c'est énorme pour un sportif. Que pensez-vous alors de ces chiffres et comment amener les joueurs et les sportifs à être des business angels pour pouvoir investir dans le continent, dans leur continent respectif? Déjà, comme tu l'as dit, Embiid c'est 16,2. 16,2, voilà, excusez-moi, 16,2 milliards. Tu voulais prendre un peu de son argent? Non, j'ai dit 162, tu vois, j'ai multiplié par XXXX. Ah, okay. C'est vrai quand même. Une commission après. J'apprécie J'apprécie beaucoup ce travail parce que ça prouve quand même qu'il y a déjà, on commence, ce n'est pas facile d'avoir ce type d'informations. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis dans un forum avec un forum qui parle donc du sport féminin. Oui. Et il y a donc la Gaëlle Nganamoui qui est donc une de nos meilleures joueuses qui a signé du côté de Malaga. Et il y a quelqu'un qui est venu demander quelle est sa prime de signature. Oui. Et il y a quelqu'un qui a répondu, elle te doit l'argent, ma soeur. C'est pour que vous compreniez que ce type d'informations, généralement, sont des informations qu'on considère comme étant confidentielles. Non, mais un sport business squad, c'est le but. Généralement, il faudrait justement vulgariser ce type d'informations parce que ça vous permet de comprendre. Quand on parle aujourd'hui d'un club, on parle de la ligue, on dit que tu vois des gens, ils sont en train de se battre pour 600 millions, alors que de l'autre côté, tu as des gens une personne réussit à avoir un salaire. Il y a un président de club qui a dit qu'il allait donner 3 000 quand même, c'est un chiffre. Il a dit 15 000 par match gagné, c'est un chiffre. Donc on peut même avoir déjà le nombre de victoires, on peut aider à calculer le chiffre d'affaires. Exactement. C'est pour que vous compreniez, il y a un joueur qui a 16,2 milliards. Et tu as posé une question très pertinente à mon sens tout à l'heure quand tu parlais des business angels. Alors effectivement, c'est ce qui se passe ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, quand vous voyez aujourd'hui des joueurs comme Magic Johnson, qui est donc un ancien sportif américain, c'est quelqu'un qui a investi dans le cinéma. Il a ouvert plein de salles de cinéma à Chicago, un peu partout, pour justement, vous voyez, ce n'est pas que le sport. Même dans le sport, vous avez des gens comme Michael Jordan, qui a développé la marque Jordan. Et je ne me fatigue jamais de dire qu'aujourd'hui, lorsque le Paris Saint-Germain, quand même, le Paris Saint-Germain joue les matchs de Champions League, c'est avec une marque qui s'appelle Jordan. Et donc vous comprenez aujourd'hui, un basketteur. Vous comprenez aujourd'hui que les basketteurs peuvent développer leur marque. Exactement. Je serais fier de voir demain, je sais pas moi, n'importe quel club du monde jouer avec la marque Embiid. C'est ça aujourd'hui. Et il faudrait davantage inciter les jeunes à le faire. Il y a des initiatives. Il y a un jeune garçon dernièrement qui s'appelle William Elong, qui est donc l'un des premiers Africains à fabriquer des drones, made in Africa, made in Cameroun, qui a levé 1,3 million, enfin 2 millions d'euros, donc 1,3 million de francs CFA, ou 1,3 milliard autant pour moi de francs CFA pour fabriquer justement les drones et développer l'intelligence artificielle. Des projets comme cela peuvent être financés par les sportifs. Exactement. Ce garçon, il a dû aller en Europe pour pouvoir lever ses fonds, mais parce que justement au Cameroun, les gens ne veulent pas s'investir. Mais si les sportifs décident d'accompagner ce genre d'initiative, pourquoi pas? Ça peut justement permettre de développer. Il y a une émission comme Sport Business Squad qui est une émission qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur sur le continent africain. Émission où vous êtes en train de parler. Oui, et justement, voilà, et c'est une émission qui avec plus de visibilité, peut-être plus de sponsors, pourrait quand même atteindre un certain niveau international au vu des efforts qui sont faits. Si un sportif décide d'investir, ça peut se faire. Il y a des projets comme cela, on en a beaucoup. Les clubs, tout à l'heure on parlait des clubs qui à peine n'arrivent même pas à avoir 10 millions pour lancer le championnat. Si un sportif se décide, c'est vrai qu'il y en a qui le font. Je crois que Makoun le fait, Kameni le fait, mais on doit multiplier ce genre d'initiatives, amener les sportifs à investir et surtout garantir, c'est même ça le plus important, garantir un cadre d'investissement au Cameroun. Parce que beaucoup de sportifs se sont fait berner. Je crois Samuel Eto'o a essayé, il s'est cogné le nez. Ailleurs ça marche. Ailleurs ça marche. Au Cameroun, ça marche pas. Quand il vient au Cameroun, ça marche pas. Peut-être c'est pour ça que ça les décourage aussi. Tout à fait, il faudrait donc assainir l'environnement. C'est pas. Avant de donner la parole à Pierre Tatou, qui est très agité, on va prendre ce reportage de notre confrère d'Africa Foot Daily et on va parler des footballeurs africains les mieux payés dans le mercato européen. On prend ce reportage et on revient.
parcouru l'histoire des joueurs africains dans le mercato européen et leurs différents portefeuilles. On a quand même vu Mohamed Salah qui est ballon d'or africain, on le rappelle, avec 42 millions en 2017. On va penser que c'est quand même, c'est quand même assez, bien qu'ils ne sont pas nombreux. Non, c'est bas, c'est très bas. Enfin, moi, je pense que les joueurs africains sont très sous-cotés sur le marché du mercato. Et c'est assez dommage. Et je pense que c'est dû à 3 facteurs, à mon sens. Oui. Le premier facteur, c'est d'abord l'environnement dans lequel ils évoluent. Le deuxième facteur, ce sont les médias. Et le troisième facteur, c'est la compétitivité de nos championnats en Afrique. Quand vous prenez, par exemple, comment je vois aujourd'hui notre record qui est à 52 millions. Oui. Et je vais remonter, vous allez comprendre ce que je veux par là dire. Quand je prends maintenant le classement mondial, de l'histoire mondiale. Le premier, c'est Neymar. D'accord, super. Le deuxième, c'est Kylian Mbappé, 180 millions. Kylian Mbappé, il est d'origine africaine. Mais il est français. Non, je veux que vous compreniez que... On va pas entrer dans les origines. Je sais que je ne fais jamais les débats sur les origines. Oui, mais je préfère qu'on mette des choses dans leur contexte. Non, on est dans le contexte. En fait, je veux par là dire qu'en fait, si les joueurs africains sont sous-cotés, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le talent. C'est pour dire que les joueurs africains ont le talent. Quand je vous dis Kylian Mbappé, il est deuxième avec 180 millions d'euros, il est africain. Le troisième qui vient, il s'appelle Ousmane Dembélé. Qui est français, d'origine africaine, il est dans les 150. Oui. Ensuite, vous avez Paul Pogba, d'origine africaine. Et puis, en fait, qu'est-ce que je veux par là démontrer? Je veux démontrer qu'en fait, nous vendons d'abord très mal nos talents, très mal au niveau des médias. Tous ces joueurs, au moins dans le top, si vous remontez, je peux remonter jusqu'à Martial. Vous allez vous rendre compte que dans le top 10, vous avez au moins 6 ou 7 Français. Parce que les Français savent vendre leurs joueurs. Chez nous, à vous de vendre les vôtres. C'est ça le problème, Raksha. Tu me rejoins. Donc, quand je disais tout à l'heure que je trouve aberrant que dans un continent qui veut vendre des joueurs, ou des gens veulent vendre des joueurs, ou des présidents eux-mêmes veulent vendre des joueurs, lorsque le match finit, ils interdisent qu'on interviewe leurs joueurs, ils veulent qu'on les interviewe, eux, les présidents. Et du coup, si personne, aucun de vos téléspectateurs ne peut vous envoyer par SMS, vous pouvez même mettre à défi, on peut même mettre de l'argent, vous donner le nom du meilleur buteur du championnat camerounais. On ne le connaît pas. Mais tout le monde peut vous envoyer par SMS. Oui, tout le monde peut vous envoyer par SMS le nom de son président, le nom du président de la Ligue et le nom de la secrétaire générale de la Ligue. On n'est même pas censé savoir comment la secrétaire générale de la Ligue s'appelle. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on valorise ce qui ne doit pas être valorisé. Le deuxième élément, je parlais de l'environnement. Quand vous voyez aujourd'hui ces joueurs que je viens de citer, je vous ai parlé de Mbappé et tout, on va vous dire, oui, c'est leur famille qui entoure. Mais leur famille, c'est qui? La mère de Mbappé, c'est une handballeuse professionnelle algérienne, algéro-française, si vous voulez. Oui, ancienne handballeuse. Ancienne handballeuse professionnelle. Son père, c'est un président, ça c'est l'un des principaux coachs et un footballeur de haut niveau qui a eu la responsabilité du club Bondy en France. Et vous devez comprendre que, bien qu'ils soient à ce niveau-là, ils sont repartis à l'école se recycler, apprendre ce qu'on appelle le management du sport. Neymar, son père, c'est son père qui est son manager. Son père, il est allé travailler ça. Messi, son père, il a dû travailler la comptabilité. C'est ça aujourd'hui. Chez nous, c'est quoi? C'est le meilleur ami qui est au quartier, qui vous amène, qui vous amène dans les bars, qui vous amène en boîte de nuit, qui comprend rien du tout au management. C'est votre frère ou c'est votre soeur qui est au village parce qu'il faut absolument donner le travail, sinon on va vous lancer quelque chose au village. Donc, et c'est ça le problème. Les joueurs sont très mal entourés. Je ressors là, tu parles déjà de la valeur marchande des joueurs. C'est ça le problème. Je ressors par là. Je connais un joueur qui s'appelle Aboubacar Vincent, que vous évoquez tout à l'heure dans un classement, qui, pour moi, je dis encore pour moi, méritait au moins d'être deuxième au Ballon d'Or de la saison surpassée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où les joueurs comme Naby Keïta, qui ont véritablement du mal à s'exprimer généralement dans les médias, commencent à faire leur campagne de publicité, je contacte le manager, ou celui qui sert de manager ou d'agent, à Aboubacar Vincent. Il refuse de communiquer. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des joueurs, entre-temps, vous avez Salah qui est sur la BBC, il est sur Sky. Il est partout. Vous avez Naby Keïta qui est sur Radio Foot International. Exactement. À la fin du jeu, vous avez Aubameyang qui est sur Sky, qui est sur BBC, qui est sur Radio Foot International, sur Canal+, et tout. À la fin du jeu, qu'est-ce qui se passe? Naby Keïta Salah est premier, Mané est deuxième, Aubameyang est troisième. Exactement. Alors que Aboubacar Vincent avait véritablement fait une performance incroyable. Pourquoi? Parce que l'entourage. Et le dernier élément, et je ressors par là, la compétitivité de nos championnats en Afrique. Honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'on fait du côté de la CAF. Mais je pense que la Champions League africaine est l'une des compétitions je ne vais pas dire les plus mal vendues, mais les moins vendues quand même de toutes les compétitions de la CAF. Pourtant, c'est une compétition qui a un fort potentiel, qui a un storytelling. Mais derrière, on n'arrive pas encore à dégager, peut-être à part le rare exemple d'Ayoub El Karabi, le joueur marocain, qui
qui a pu jouer la Coupe du Monde. À part ce type de joueur-là, ou peut-être les Abou Treka à l'époque, c'est difficile véritablement de dégager un joueur des compétitions de clubs en Afrique. Alors, Tatou, on va donc parler du niveau des... je vais dire qu'il t'a posé la question, hein, bien que je vais la mettre sur pied. Est-ce que les compétitions africaines ou bien les joueurs, les championnats africains valent la peine d'être au niveau international? Il va un long silence. Hein. Je crois qu'il faudrait poser la question à nos dirigeants. Parce que la réalité, c'est que nous avons du potentiel. Tout à l'heure, Franck a cité un certain nombre de noms. Oui. Paul Pogba, Dembélé, Kylian. Mbappé. C'est pas parce qu'ils n'ont pas forcément joué en Afrique qu'ils sont meilleurs. Surtout que le père de Mbappé avait demandé à jouer pour les Lions. On lui a demandé de la raison, par exemple. C'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas joué en Afrique qu'ils sont meilleurs. Il faut aussi comprendre que l'Africain a sa moralité. Non, pas sa moralité. Il a une composition particulière. C'est-à-dire non, l'Africain il a une composition particulière au niveau génétique. Vous savez, il y a des postes. Quand vous êtes dans le management du sport, il y a des postes parfois. Quand vous dit, c'est comme ce matin, j'ai reçu un appel d'un partenaire aux Émirats Arabes Unis qui me dit, écoutez Tatou, on a besoin de 2 milieux de terrain. Oui. Un défenseur central. Et on sait que en Afrique centrale, quand on parle milieu de terrain, défense centrale, milieu défensif, on a des baroudeurs. Oui. C'est le profil qu'on recherche. Et on vous dit, ok, on veut aussi un attaquant. Mais on sait que chez vous, n'avez pas l'attaquant. On va voir en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest. Exactement. Vous voyez un peu? Exactement. Donc, c'est parce que la composition, ou alors la répartition géographique a permis qu'on se développe différemment que les autres. Et ça fait fait en sorte que, une fois qu'on joue, on a un talent de footballeur ou de sportif, il y a des qualités qu'on a en plus que d'autres. Oui. Donc, maintenant, c'est pour vous dire qu'en Afrique, il y a du talent. En Afrique, il y a la capacité. En Afrique, il y a du potentiel. C'est un doute. Mais comment est-ce qu'on arrive à capitaliser ce potentiel? Tout à l'heure, on parlait du niveau des championnats. Si un joueur fait 7 mois sans jouer, et le championnat qui suit, vous pensez qu'il sera compétitif? Mais et vous voulez à la fin de la saison le vendre? Mais écoutez, c'est pour ça que nos joueurs aujourd'hui, regardez très bien. Il y a 3, 4, 5 ans, voire même 6 ans aujourd'hui, il n'y a pas forcément de joueur camerounais qui est parti du Cameroun pour jouer dans un grand club étranger. Ça, c'est clair. Hein? Vous voyez, le dernier joueur parti du Cameroun qui allait jouer dans un club étranger, je parle de Namidi, qui est parti du Coton Sport pour Porto, et qui a même joué. C'est un Tchadien, je crois. Il n'est pas camerounais, il est Tchadien. Vous voyez un peu. Donc maintenant, moi je vais revenir un peu sur l'élément dont parlait Franck tout à l'heure, au niveau de comment est-ce qu'on peut capitaliser ou mieux vendre nos joueurs. Vous savez, Franck a eu son expérience avec Vincent Bakar. Oui. Moi j'ai eu mon expérience avec d'autres joueurs, dont j'ai même signé des contrats de gestion d'image. Mais je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé alors? Je vous dis en réalité, quand vous discutez avec un joueur camerounais, dans sa tête, il est dans les VAPS. C'est-à-dire, lui, il voit arriver au Cameroun, se promener dans toutes les boîtes de nuit du Cameroun, faire la fête. Il n'y a pas un projet sportif. Faire la fête. Mais maintenant, ça dépend aussi d'eux s'ils n'arrivent pas à se vendre normalement. On ne va pas accuser les autres. Leur entourage, en fait, ce qu'il faut ils sont habitués, les gens comme ça. Ce qu'il faut comprendre, et je continue à dire, nous sommes dans du business. Un joueur, un footballeur, basketteur, Joel Embiid est une marque. On est d'accord. C'est un brand. C'est un label. I mean, you cannot play with that. It's a brand. En français, merci. Il faudrait que... C'est un Oui. Non, en fait, c'est que... Non, c'est quand je suis déjà frustré, je commence à perdre. Non, tu peux aller au Cameroun, c'est un pays bilingue. En fait, le problème, c'est que il faudrait comprendre que quand vous êtes un talent qui devient international, vous devenez une marque. On est d'accord. Joel Embiid n'est pas différent de la marque Michael Jordan. C'est pas différent de la marque LeBron James, Kobe Bryant, ou je sais pas, Ndamukong Suh, ou Coca-Cola, ou je sais pas trop quoi. Ok?
Oyongo Bitolo n'est pas différent de Kadek Keita, de Kylian Mbappé et autres. Donc, il faudrait que les joueurs camerounais comprennent que quand on passe à la télé et qu'on devient professionnel, on devient une marque. Mais comment se vendre alors? Mais non, comment se vendre? Ça commence par le comportement personnel du joueur. Justement, je voulais que tu viennes. Parce que les joueurs, regardez comment. C'est bizarre qu'on ait pratiquement les similitudes en Afrique et chez les Latinos. Parce que regardez. Ronaldinho. Oui, regardez. Il y a Rivaldo, il y a Ronaldinho, il y a X, Y, Z. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est agréable. Oui. Un joueur aujourd'hui qui est professionnel, devrait déjà avoir une fondation. Vous savez, un joueur sans fondation, c'est un problème. Vous voyez un peu? Oui. Et je vais vous dire, pour avoir vécu chez les Blancs, quand vous êtes professionnel et qu'on a le sentiment que vous ne faites pas partie de ce qu'on du système giving back to the community, il y a un problème. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que si vous faites de l'argent et qu'à travers vos actions, on ne voit pas que vous apportez du soutien aux pauvres ou c'est pas trop quoi, c'est un problème. On est d'accord. Je vais chuter en disant. Oui, s'il te plaît. Il y a des joueurs camerounais qu'il faudrait peut-être faire asseoir. Donner un peu un coup de bâton. On encourage ça. On va se dire qu'on n'a pas compris. Franck a parlé d'une jambe tout à l'heure. On va maintenant miser les sous. Moi, ce que je voulais apporter, c'est que les instances du football devraient également travailler. Parce qu'il ne s'agit pas que des joueurs. Quand je vous ai cité tout à l'heure Pogba, Mbappé, Ousmane. J'ai même pas fini ce que je disais. Tu finiras plus tard. Non, en fait, je parlais du système où il y a dans le joueur lui-même qu'il faudrait qu'il comprenne la valeur qu'il représente et ce qui représente, l'espoir qu'il représente pour les jeunes. Et il faudrait qu'il s'entoure des bonnes personnes. La famille n'est pas forcément la bonne personne. On est d'accord. Surtout que nos familles ne sont pas formées dans ça. Bien sûr. Surtout qu'elles ne sont pas formées et elles ne regardent pas ça dans ce sens-là. Voilà. En fait, il faudrait qu'on arrive à comprendre que si nous sommes partis de quelque part et que nous avons réussi, nous avons potentiellement des gens qui veulent nous suivre, qui veulent nous ressembler. Donc il faudrait qu'on arrive à bridge the gap et qu'on crée un pont entre nous et la génération future. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est à travers des actions. Vous avez une fondation, vous accompagnez des projets, vous financez, vous investissez même de votre argent. Donc très rapidement, Franck. Oui, vraiment, j'ai un élément qu'on n'a pas encore évoqué ici, c'est le travail des instances. Quand je parlais du cas des Français, c'est parce que quelque part la FFF travaille énormément. Il y a un gros travail de lobbying et de diplomatie sportive qui se fait derrière. C'est-à-dire que vous avez un joueur, pour moi personnellement, je pense que 80 millions pour un joueur comme Martial de Monaco pour le Manchester United, pour moi j'ai toujours trouvé que c'est une arnaque. Ça c'est un point de vue personnel. Ça veut dire quoi? Parce qu'il a été bien médiatisé ce garçon. Et derrière il y a un gros travail des instances françaises qui sont faites. Je vais vous prendre un cas. Avant que tu continues, avant que tu continues, s'il te plaît. Je vais poser quelque chose, s'il te plaît. C'est pas dans le même sens que Franck. Je ne vais pas dire 80 millions c'est une arnaque. Mais il faut entre la valeur du joueur et le budget qui est dépensé pour faire une communication sur le joueur, vous savez. Non, Rachel, les téléspectateurs doivent comprendre de quoi il s'agit en fait. Il faudrait qu'on comprenne exactement. C'est pour ça que donne-moi 2 secondes vraiment. Je te donne 2 secondes exactement. En fait, je prends le cas. Non, s'il vous plaît, je prends le cas d'un pays qui s'appelle le Brésil. Chaque fois que le Brésil a perdu un joueur, ils ont au pire des cas, c'est au moins au pire des cas, c'est entre 20 et 100 millions d'euros qui sont entrés dans les caisses du Brésil. Je vous prends le cas de Neymar. Neymar est parti officiellement pour 90 millions d'euros, mais on sait quand même qu'avec des enquêtes, c'était bien plus que ça. Vous prenez, il y a un jeune garçon, tout jeune garçon, il s'appelle Vinicius. Il joue du côté du Real Madrid. Ce garçon a coûté au Real 35 millions. Je sais même, il n'a même pas 20 ans, le garçon. 35 millions. Ils sont 2 que le Real a pris pendant la même période. S'ils ont coûté au bas mot, c'est 70 à 80 millions. Pourquoi? Parce que le Brésil sait conserver d'abord ses stars. Et le Brésil sait vendre ses stars. Et lorsqu'un club européen arrive, le Brésil protège ses stars. Parce que Neymar, ce qu'on devait savoir par exemple, c'est que Neymar, avant que Neymar ne parte du Brésil pour le Barça, il avait un salaire de 10 millions d'euros. C'est-à-dire qu'à un moment, l'État prend sur lui
de dire on va payer le salaire du garçon connaissant sa potentialité. Connaissant son potentiel, de telle sorte que lorsqu'un club européen arrive, on lui dit ah, lui il a 10 millions. Donc si tu veux le prendre, il faudrait que tu t'arranges à ce que là-bas, en Europe, il est minimum 15 millions et tu vas le payer à tel prix. À un moment, on peut faire également ça au niveau des instances. Oui. Il a parlé tout à l'heure du meilleur buteur du championnat camerounais, il est allé pour des broutilles. Or, si on avait réussi à le protéger, c'est pour ça que je dis, il faudrait qu'on travaille du côté de la FECAFOOT à limiter ce qu'on appelle les transferts, les certificats de transfert internationaux. C'est-à-dire que, par exemple, on dit, si le joueur n'a pas joué 3 saisons en Elite 1 et en Elite 2, il ne bouge pas. Et la FECAFOOT s'arrange, bien sûr. Je pense que tu as fini avec tes 2 secondes. Je chute vraiment. Et la FECAFOOT s'arrange justement à protéger justement ce joueur-là, quitte même à le mettre dans les conditions idoines pour que les recruteurs viennent. Et lorsqu'il est vendu véritablement cher. Et ça ramène des devises au Cameroun. Et ben on va donc dire que ça ramène des devises au Cameroun. C'est à vous les institutions, c'est à vous les joueurs, c'est à vous les managers, c'est à vous l'entourage des sportifs de pouvoir vendre, de savoir vendre vos poulains pour qu'ils puissent être aussi comme les Mbappé demain, comme les Embiid demain et comme tous ces joueurs-là qui ont la côte, encore et encore la côte. Je pense que le sport africain doit aller encore plus de l'avant. On va donc on va tourner la page et on va prendre une nouvelle page. On va dans le focus et dans le focus, on va parler des paris sportifs. On a parlé de Njambo aujourd'hui. Je ne sais pas d'où est-ce que ça sortait. Le Njambo, ici au Cameroun, c'est parier en fait. C'est parier dans les jeux de hasard, donc jouer avec de l'argent. C'est ça, c'est ce que signifie le Njambo. Et c'est Tatou qui m'amène dans ce délire. Non, donc, on va parler de paris sportifs et leur implication pour l'évolution du football camerounais et africain aussi. On prend ce reportage de nos confrères d'Africa 24 et on revient tout de suite. Plus qu'une activité lucrative, les paris sportifs sont devenus des phénomènes de la vie sociale au Nigeria. Mus par leur passion pour le sport, notamment le football, les parieurs ont fait des salles de paris classiques des lieux de divertissement. L'industrie du jeu doit également son essor à la mise en ligne de plateformes favorisées par un marché de plus de 150 millions d'abonnés mobiles. Dans ce pays au taux de chômage évalué à 18,80%, l'industrie du jeu est également un secteur pourvoyeur d'emplois pour des jeunes. 15 naira, 100 naira. Avec 15 naira, il est possible d'émettre des paris. Toutefois, si vous voulez multiplier vos gains, vous devrez mettre plus d'argent en jeu. Au Nigeria, les salles de paris sportifs sont de véritables lieux de socialisation. Au milieu des parieurs, l'on retrouve également des personnes simplement venues regarder et commenter les rencontres sportives diffusées sur des écrans. Je préfère retrouver d'autres parieurs dans ces salles car nous comparons nos paris et mettons parfois en place des stratégies de jeu ensemble. La principale entreprise de paris en ligne au Nigeria emploie plus de 20 000 personnes. Un chiffre révélateur de l'intérêt suscité autour des paris sportifs dans ce pays. Des observateurs affirment que la tenue de la Coupe du Monde de football fera croître les activités dans ce secteur. Plus de 20 000 personnes employées par les entreprises de paris sportifs. Il faut dire que le taux de chômage est quand même, on va dire que ça diminue quand même avec plus de 20 000 personnes employées par ces entreprises. Tout à fait. C'est vrai que beaucoup de gens ne s'en sont pas encore rendus compte. Mais aujourd'hui, il faut expliquer que les entreprises de paris sportifs aujourd'hui sont les meilleurs éléments pour pouvoir financer le sport. Enfin, c'est déjà le cas dans le monde, mais surtout en Afrique. En fait, d'après une étude, je prends le cas du Cameroun que je maîtrise mieux, d'après une étude menée justement par le cabinet Hannibal Consulting, eh bien, on a réussi à déterminer 5 millions de parieurs constants par jour. Au Cameroun. Au Cameroun, avec une mise journalière moyenne de 500 francs. Donc, si vous multipliez 500 francs fois 5 millions, fois 365 jours, ça vous donne un chiffre d'affaires annuel qui n'est pas loin des 912 milliards de francs CFA. Au Cameroun. Au Cameroun. Et autant d'argent au Cameroun. Et justement, et c'est où j'en venais, la question que vous avez justement, que tous vos téléspectateurs vont se poser, c'est où vont ces 912 milliards, on ne les voit pas. Ça va ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les entreprises de paris sportifs au Cameroun sont soit françaises, soit anglaises, soit russes, soit libanaises. Et donc, tout cet argent est simplement expatrié dans les pays d'origine. Alors,
Et vous devez donc comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans des pays comme la France, par exemple, les jeux de paris sportifs sont nationalisés. Oui. La Française des Jeux, par exemple, appartient, jusqu'à l'enregistrement de cette émission, la Française des Jeux appartient encore à l'État français. Le PMU, par exemple. Oui, PMU qui fait justement partie du groupe La Française des Jeux. Mais il faut comprendre que la Française, bien évidemment, l'État va privatiser après le grand débat, au terme des résolutions du grand débat lancé par le président Emmanuel Macron. Mais pour l'instant, depuis la création de la Française des Jeux, c'est une organisation française. C'était justement pour permettre de conserver cet argent-là. Mais comment on peut faire au Cameroun? Je ne vais pas demander qu'on crée une entreprise de paris sportifs comme ça ne dit à rien. Par contre, ce qu'on peut faire, et ça c'est une idée que j'ai eu à émettre, c'est de créer un fonds, de créer d'abord une taxe qu'on pourrait appeler justement la redevance sportive, qui peut être prélevé à 5% du chiffre d'affaires de chaque entreprise. Si vous évaluez ça, on peut prélever chaque année un minimum, un fonds minimum de 45 milliards de francs CFA. Et vous allez me demander qu'est-ce qu'on va donc faire de ces 45 milliards de francs CFA. On peut créer donc un fonds d'investissement indépendant du sport camerounais. Et ça nous permettrait justement de résoudre le problème qu'on évoquait tout à l'heure dans l'investissement du sport. Ce fonds d'investissement, à quoi il servira? Il servira simplement à financer le sport. Mais ça ne sera plus du financement philanthropique comme c'est le cas aujourd'hui, comme l'État le fait. Mais simplement financer. Un exemple, je vous prends un exemple plus simple pour ressortir. Imaginez, on décide de créer un cahier de charges du sport, du club camerounais. On dit, on a besoin de 100. Si vous n'avez pas 100 millions, vous ne débutez pas le championnat. Vous avez un club, par exemple, comme Bamboutos, qui a 75 millions. Et on ne peut pas reléguer simplement parce qu'ils n'ont pas complété ils n'ont pas atteint le quota de 100 millions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bamboutos peut dire, moi, je suis un club qui produit. Je sais qu'à la fin de la saison, je peux avoir les 100 millions qu'il faut. J'ai besoin d'un coup de pouce. J'ai besoin d'un coup de pouce. Qu'est-ce que Bamboutos fait? Ils vont auprès du fonds d'investissement, on leur donne peut-être même 30 millions. Et à la fin de la saison, ils remboursent 35 millions. Vous voyez que ça permet au fond de c'est un intérêt des deux côtés. Et ça permet justement à l'État d'avoir toujours des ressources pour financer le foot, pour financer des émissions sportives, pour financer des projets sportifs. Parce que pour financer même les stades, les infrastructures sportives au niveau des mairies, au niveau des régions. Vous voyez qu'avec un projet comme celui-là, le pari sportif simplement aura permis de financer cela. Et vous allez me dire, mais est-ce que les entreprises vont accepter de donner les 5%? Ils vont donner les 5% à Raksha. Parce que 45 milliards ne représentent rien auprès de près de 1000 milliards que je viens d'évoquer tout à l'heure du chiffre d'affaires qu'ils font par an. Et il faudrait donc que l'État justement ouvre les yeux sur ce marché-là et permette justement que ce marché permette de financer le sport en Afrique. Alors Tatou, on va donc continuer sur cet élan de paris sportifs. Selon toi, qu'est-ce qui explique la montée et la réussite fulgurante de ces entreprises sportives? Exemple de Premier Sport, Premier Bet, OneBet, XBet, monsieur l'anglais qui nous parle anglais sur le plateau. OneBet est sur un marché complexe comme celui du Cameroun. En fait, il faut déjà comprendre que les Camerounais sont fous du football. C'est parti sur tu tires sur tout le monde aujourd'hui. Non, il faut comprendre que les Camerounais sont fous du football. Le football est pratiquement une religion au Cameroun. Oui, c'est un pays de foot. Donc, tout ce qui touche au football... et pas qu'au foot, même les paris hippiques comme le PMC. Oui, en fait, il faut comprendre. Enfin, je vais commencer. Qu'ils sont plus attirés je vais commencer parce qu'on a parlé de paris foot. Donc, je vais commencer par le foot. Donc, pour dire que les Camerounais, ils sont fous de foot. Et puis, maintenant, le Camerounais... moyen, parce qu'il vit dans la galère, parce qu'il faut dire qu'il y a un taux très élevé de prolétaires au Cameroun. Donc, parce qu'il vit dans la galère, pense qu'à travers un jeu de hasard, sa vie peut changer. C'est pour ça que si vous vous souvenez à l'époque, quand le PMUC vient d'arriver au Cameroun, il y avait des gens qui prenaient tout le salaire pour aller déposer au PMUC. J'ai connu beaucoup de malheureux. Non, ils ne sont pas d'un chiffre d'affaires de 1000 milliards par an. Donc maintenant les Camerounais sont aussi oisifs, donc il faut pour la plupart. Donc quand ils n'ont rien à faire, vous avez parlé tout à l'heure en off quand on montrait le reportage, vous avez dit mais ils n'ont rien à faire chez eux. Oui, c'est parce que beaucoup n'ont rien à faire. Oui, c'est vrai. Donc et quand ils ont 500 000 francs, ils vont parier. Maintenant, j'ai partagé une information dans un forum quand je viens de l'apprendre à l'instant. J'ai partagé, quelqu'un m'a demandé la source, c'est laquelle. Le PMU a lancé une communication récente là. Il fallait gagner 3,3 milliards de francs CFA. Tu mises 1000 francs. Mais imaginez combien de Camerounais vont perdre le cerveau en fait, vont perdre le nord.
parce qu'ils vont aller miser pour gagner 1,3 milliard de francs CFA. C'est normal qu'il y ait une panoplie, on va dire un tsunami de personnes. Et il faut dire quand même que moi, personnellement, je pense que les études menées par le cabinet Hannibal Consulting ont été sous-estimées. Je pense qu'ils ont vraiment pris le plus bas parce qu'une mise journalière de 500 francs, il évoquait tout à l'heure, Tatou, il y a des gens qui peuvent mettre tout leur salaire, surtout pour un jackpot de 1,3 milliard. C'est pas rien. On appelle ça du marketing, ils savent attirer les gens. Justement que font ces entreprises de paris sportifs représentent 5% du chiffre d'affaires parce que c'est 1,9 million de dollars et sachant que le PIB du Cameroun est dans les 12 millions de dollars, c'est pratiquement 5% du chiffre d'affaires du PIB du Cameroun. Donc quand vous voyez des situations comme celle-là, vous comprenez pourquoi les entreprises doivent prospérer. Maintenant, au-delà de ça, et j'ai beaucoup apprécié l'élément de Franck, même si je ne suis pas très d'accord sur le fond d'investissement sur le sport. Parce que tu as peur qu'ils vont détourner. C'est pas que j'ai peur. Non, mais c'est pour ça que j'ai pas de fonds indépendant, c'est-à-dire qui n'est pas forcément géré par l'État. C'est pas forcément géré par l'État et même par les titulaires des instances fêtières. En fait, je pense qu'il faudrait penser à une autre formule, c'est-à-dire il faudrait qu'on impose à la limite même aux entreprises de paris sportifs de financer le football camerounais. Sauf qu'ils vont passer par un marché noir. Si on prélève directement à la source. En fait, le truc c'est que le mécanisme de prélèvement à la source va conduire à un autre système de répartition, va conduire à un autre système de gestion, va conduire à un autre système. Vous voyez, et à chaque fois, il y aura des éléments qui vont intervenir. Non, mais si on prend le cas... Je vais te poser la question toujours par rapport à ce que tu dis. Si on prend le cas où on parle de structuration, tu parles de structuration. Si, comme Franck l'a dit, il y a une boîte noire, on va l'appeler la boîte noire, où on pourra enlever de l'argent pour dépanner ou bien pour aider les gens qui n'ont peut-être l'argent de taxi pour aller jouer un match. Attends, je veux te poser une question. Est-ce que tu ne penses pas que si on prend l'exemple de Bamboutos. Si Bamboutos, on demande 100 millions, il dit qu'il a 75 millions, on lui donne les 30 millions, 35 millions, disons, et qu'il va rembourser avec intérêt. À la fin de la saison. Tu ne penses pas que cet apport pourrait être important dans la structuration de ce club et même par rapport à la forme. Parce qu'ils sont obligés de rembourser. Rachka, pour participer à une compétition. Je serais peut-être d'accord avec vous s'il y a d'autres éléments qui se présentent à moi, mais pour l'instant, il faut vous dire un truc. Depuis 2011, l'État camerounais reverse l'argent à l'équipe du football. Cet argent est supposé être le salaire des joueurs. Mais on ne parle pas de la Ligue. Non, je vais y arriver. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la Ligue, de la Ligue professionnelle de football, on va vous dire qu'il y a des saisons où l'État n'a pas reversé toute la totalité de l'argent. Il y a des saisons où l'État a pratiquement oublié de reverser même la moitié. Oui. Donc, vous comprenez avec moi aussi que ça crée déjà un manquement quelque part, ou un blocage quelque part. Franck a parlé d'une entité indépendante. Indépendante. Ok. Maintenant, l'entité indépendante, moi, à mon avis... sera gérée par des personnes. Sera gérée non seulement par des personnes, mais moi, à mon avis, je pense que l'entité indépendante ne devrait pas avoir du cash, mais être comme une commission, tout à fait, de suivi. De suivi, c'est ce vous voyez un peu. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des protocoles d'accord qui sont passés tout à fait. Entre les entreprises de paris sportifs et les différentes institutions qui organisent et valorisent les sports au Cameroun. On va dire, ok, chaque année, vous reversez 2%, 3%, c'est pas trop quoi, à telle institution, 5%. Et maintenant, l'entreprise qui est chargée du suivi se rassure que c'est comme la dernière fois, Bertrand Vendor parlait du commission de suivi à la fédération marocaine de football. Donc vous comprenez que si on a une commission de suivi, on va dire les gendarmes, on va les appeler comme ça, de suivi, ils vont se rassurer que l'argent a été débloqué, l'argent a été utilisé à bon escient. Donc ça veut dire que l'argent a été utilisé justement pour la raison évoquée, parce qu'il y a aussi un problème. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, je donne 10 millions à Rachka, mais il faudrait que Rachka produise Sport Business Squad. Maintenant, si moi je donne 10 millions à Rachka et que Rachka va m'acheter la dernière Mercedes,
ou la dernière Audi. C'est pourquoi il doit avoir des sanctions. Je ne peux pas investir, je peux pas injecter mon cash sans avoir le résultat. C'est pourquoi je dis. Au pire, on te sanctionne. Il faudrait une commission du suivi et du C'est suivi. ça, en fait. Mon problème, c'est que la commission ne doit pas gérer de l'argent. Non, elle ne gère pas l'argent. C'est pour ça que je dis, le fonds d'investissement, c'est un fonds. Le fonds, c'est l'argent, en fait. Mais, justement, il y a au sein de ce fonds-là des commissions. Il faudrait bien quelqu'un qui suivi. C'est-à-dire qu'on peut dire, OK, il y a une équipe qui gère les clubs de ceci, et qui gère tel type de sport. Et quand je dis les projets, c'est pas que les projets au niveau des clubs, c'est des projets de développement sportif de manière globale. Les communes, par exemple, aujourd'hui, ont besoin d'aires de jeu. Une commune peut dire, OK, moi je pense que si je crée par exemple, c'est un exemple comme ça, je crée par exemple un stade, je sais pas, dans la mairie de Yaoundé 6e par exemple, je suis capable de drainer tel en fonction d'un business plan que je propose. Si le fonds d'investissement ou du moins la commission au niveau du fonds d'investissement se rend compte que c'est un projet qui peut rapporter, on dit, OK, on vous donne de l'argent, mais il faut rembourser. Pourquoi pas imposer, comme dans certains pays c'est fait, imposer aux entreprises d'accompagner les compagnies dans la construction avant que Francis ne réponde à cette question. C'est ce qui est fait, mais au Cameroun, ce sera compliqué. Il faudrait qu'en fait, on peut décompliquer la chose, Franck. Au Cameroun, c'est un pays dans le monde entier. Non, je ne refuse pas. C'est vrai que le Cameroun, c'est le Cameroun. On explique le Cameroun. L'erreur qu'on va avoir si on le fait, c'est qu'en fait, chaque entreprise va créer son club. Et elle va investir dans ce club-là. Je pense que là, vous êtes en train de créer un autre sport business club dans le sport business club. On va prendre ce reportage de Bertrand Vondo. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Bertrand, on t'a évoqué il y a quelque peu. Alors, salut Bertrand. Oui, je t'écoute, c'est clair. Où il nous montre comment dans les zones, je vais dire, dans le Maghreb, dans les zones, les pays à connotation musulmane, c'est pas les bienvenus, les paris sportifs. On se rappelle qu'au Sénégal, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais le PMU avait fermé. Tout à fait. Donc, on a aussi dans les zones maghrébiennes, comme on le disait, le Maroc, l'Algérie et bien d'autres pays. Ce n'est pas toujours les bienvenus, ces entreprises sportives. On va prendre Bertrand Vondo et on revient. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Raksha, bonsoir à tout ton panel, Francis, Yannick, Oscar et Pierre. Alors ce soir, nous parlons de l'affluence des Jeux. Des Jeux de paris sportifs dans le Maghreb et plus précisément au Maroc, faisant donc référence au verset du Coran qui condamne les jeux additifs et la plupart des nations islamiques qui interdisent ces jeux-là dans toute leur forme, ce qui n'est pas le cas ici du Maroc. Le Maroc qui a mis en place depuis 1962 la Marocaine des Jeux et des Sports, c'est une entreprise publique, le sport étant un levier fort de développement humain, d'inclusion, de cohésion sociale et de lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la marginalisation. Le problème de financement reste la clé, n'est-ce pas, la clé de voûte dans ce secteur d'activité, surtout dans le sport moderne, comme l'a d'ailleurs déclaré le roi Mohamed VI en 2008. Ainsi, la Marocaine des Jeux et de Sport organise et exploite sur l'ensemble du territoire marocain des paris portant sur toutes les formes des compétitions sportives nationales et internationales. Elle s'implique dans la montée en puissance et le développement du sport en encourageant via une politique de sponsoring inclusive et de mécénat sportif dans les fédérations, les associations sportives et même les équipes des quartiers. D'ailleurs, en 2013, la Marocaine des Jeux et des Sports a décroché la certification du plus haut niveau possible en matière de la part de la World Lottery Association et le certificat alignement au référentiel jeu responsable de la part de European Lottery Association, devenant ainsi le premier pays africain à obtenir cette distinction et surtout à intégrer le comité de jeux responsable de la World Lottery Association. Au-delà de tout, il existe au Maroc des bookmakers, des boutiques de paris sportifs et puis des paris en ligne qui font affluence ici, possédant ici une autorisation du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et du ministre des Finances. Il faut également noter que les mineurs ne sont pas autorisés à jouer aux paris sportifs ici.
Et également, on va prendre un exemple très très simple. En Coupe du Monde récente, le match Maroc-Espagne a rapporté 22 millions de dollars des recettes aux bookmakers. C'est pour, n'est-ce pas, signifier l'importance ou alors l'affluence que ce jeu apporte ici au Maroc. Il faut également noter que l'État finance les fédérations sportives et apporte des subventions chaque début d'année, et également les pourcentages des recettes et des bénéfices recueillis par les bookmakers ou alors les entreprises de paris sportifs certains pourcentages sont reversés à l'État, qui, n'est-ce pas, prône pour le développement du sport et qui a compris que le sport doit générer beaucoup d'argent pour le fonctionnement ou alors pour l'inclusion des jeunes. Merci Bertrand, on voit qu'il fait très très froid du côté de Casablanca. Franchement, ça se voit. Nous, on est au Cameroun, il fait chaud. C'est l'avantage des pays à forte dose tropicale. Alors on a vu que de ce côté, c'est pas du tout permis, on va dire en général, mais à Casablanca, au Maroc, c'est carrément une entreprise publique. Ouais, depuis 1962, la Marocaine des Jeux qui aujourd'hui quand même finance. Il faut dire que, parce qu'au Cameroun, le gros problème, et les entreprises de paris foot, de paris sportifs de manière globale, profitent de ça en fait, c'est que on ne sait pas que c'est le pari sportif qui finance le sport. Oui. Partout en Europe, celui qui finance le sport, c'est les droits télé. Tout le monde jusque-là est d'accord que c'est une télévision. Ce n'est pas les télévisions en fait. Les droits télé, quand on parle de droits télé, ce ne sont pas les télévisions. Mais qu'est-ce que c'est alors? En fait, parce que le modèle de fonctionnement d'une télévision ne peut pas financer un championnat. Par contre, quand on parle de droits télé, en fait, c'est que ces droits sont revendus aux entreprises de paris sportifs qui permettent en fait à leurs parieurs de regarder les matchs en direct sur leurs applications mobiles et sur leurs sites. C'est ce qu'on appelle les droits streaming. Les droits streaming. Et ce sont ces droits streaming là en fait qui gonflent le budget des droits télé en fait. Donc vous devez comprendre ce qui fait en sorte que la loi en France, jusqu'à un certain moment, interdisait aux entreprises de paris sportifs d'investir dans le sport. Et en fait, le législateur français pensait qu'il gagnait. Mais il s'en est rendu compte très tard. Parce qu'ils se sont rendus compte que pendant ce temps, je parlais tout à l'heure de 1000 milliards au Cameroun. Cet argent ne faisait que profiter aux entreprises russes, aux entreprises anglaises. Et pendant que la France dormait, les Anglais devenaient riches. Voilà, et les Anglais devenaient riches. Oui. Et c'est comme ça que vous voyez les droits télé en Angleterre ont complètement explosé. Et qu'est-ce qui s'est passé en France? Et ça, c'est un visionnaire, ce monsieur. Je l'aime beaucoup. Il s'appelle le président Aulas. Il a décidé, il a dit... Je sais ce que représentent aujourd'hui les droits reversés par les entreprises de paris sportifs. Je vais être sponsorisé par une entreprise de paris sportifs, quitte à ce que je sois hors la loi. Et elle a imposé le logo de BetClick sur le maillot de l'Olympique Lyonnais. Au début, ça a posé beaucoup de problèmes. Il a même grévé à un certain moment. Et finalement, l'État français s'est rendu compte que c'était la bonne formule. Et aujourd'hui, résultat, les droits télé ont grimpé en France. On parle aujourd'hui d'1,3 milliard d'euros. Parce que justement, ils ont compris que ce sont les entreprises de paris sportifs qui financent. Au Maroc, c'est pareil. Et partout où les championnats sont un peu professionnels, même au Nigeria, aujourd'hui, on parle de Bet-Naija. Ce sont les entreprises qui financent. Quand on parle d'une entreprise seulement recrute 20 000 personnes sur tout l'étendue du territoire nigérian, c'est énorme. Et là-bas, au Nigeria, nous, on parle chez nous à 5 millions. Mais au Nigeria, on parle de 150 millions de parieurs jour. Je pense donc, si vous multipliez, vous voyez le chiffre d'affaires. Je pense que Tatou en backstage, il m'a donné une solution qui m'a franchement... plus, je vais dire. Et j'aimerais que tu la partages avec nos téléspectateurs. Selon toi, comment est-ce qu'on pourrait gérer ce rapport entre les entreprises de paris sportifs et tous les sports en général? En quelques minutes, s'il te plaît. Oui, il faut dire que le Cameroun a déjà un grave problème d'infrastructure. C'est vu. Sauf qu'après la CAN, quand même, oui, mais là, on parle uniquement des infrastructures en termes de football. Ça, ce n'est que de football. Donc, vous voyez quand les basketteurs, les volleyeurs, les handballeurs et tout ça. Exactement. Je sais plus quand est-ce que j'ai vu la dernière compétition de natation où ça s'est passé. Donc, on a pas de piscine olympique. Voilà. Maintenant, c'est pour ça que moi je disais tout à l'heure que je n'étais pas forcément pour qu'on crée un fonds d'investissement. Vous comprenez un peu. On peut dire, l'État peut imposer. Et dans un cahier de charges, on dit, écoutez,
il y a une projection qui montre que vous aurez offert 400 millions ou 400 milliards en France annuels. OK. Et que vous devez prendre une partie de cet argent. Mettez même si c'est 10 milliards pour construire les infrastructures et remettre ça soit aux communautés décentralisées, soit à l'État, soit X, soit au club. Et on vous assure le naming. Vous conviendrez avec moi plus tard que dans les villes comme Bafia, je commence par chez moi, dans les villes comme Bafia, on aura des stades à standard internationaux, on aura des piscines, on aura des gymnases et tout, et ils auront le naming. Et ça peut durer 10 ans, ça peut durer 15 ans. Ça s'appelait, je sais pas, la première bête Arena ou donc vous voyez, et ce qui fait que, on va à Bouddha par exemple, prenons Bouddha, qui est un très grand club, avec Bamboutos. Vous allez à Bouddha, vous créez un stade de 10 000 places. OK? Maintenant, si Bouddha a 70 millions pour commencer le championnat, et qu'il manque, parce qu'on a dit que dans l'ACC système, il faut avoir 100 millions pour commencer le championnat. Bamboutos, le président de Bamboutos va vers une banque pour dire, OK, moi j'ai besoin de 30 millions pour commencer mon championnat. OK? Tout le monde a 30 millions, et voilà comment je vais rembourser. Je joue 17 ou 18 matchs à domicile. Et j'ai 10 000 places dans mon stade. Et chaque billet est vendu à 1000 francs. Mais multipliez 1000 francs fois 10 000, fois 18. Vous comprenez facilement que les 30 millions seront remboursés. Bonne solution. Vous comprenez? Sauf que la banque peut également être un fonds d'investissement indépendant du sport. Et si tu vois, on peut justement... On va dire que les deux solutions peuvent être... On peut aller sur un système assez intéressant. Et on va rester donc dans le cadre du pari sportif et le moment que j'adore. Moi, je joue pour un Jambo, donc vous pouvez pas la question. Tu es sur mon plateau, tu vas répondre à mes questions. Alors, on va prendre le quiz de la semaine. Salut le doux. On est sur le plateau, on est en direct et on a c'est notre magicien, on va l'appeler, il s'appelle le doux. C'est lui qui fait ce que vous voyez tous les jours, c'est un travail de fou. Et on lui dit merci à toi le doux. Je parle de toi en direct, hein, donc... Il est spécial ce mec. Non, il est très spécial. C'est un génie, on va lui dire. Alors, il n'a même pas 15 ans le garçon. Et il a la tête de Joël Embiid, hein, je rappelle. Alors la première question à nos panélistes, c'est de savoir c'est quoi un bookmaker? Aïe, ça commence bien. Pour des personnes qui ont un bookmaker, c'est celui qui détermine les cotes des équipes justement dans le cadre d'un pari sportif. Et qui les propose aussi. Et qui les propose, tout à fait. Ça fait un point. Je crois qu'aujourd'hui, je vais massacrer ce garçon. Okay. Bon, s'il te plaît, tu vois, je vais t'aider un peu. Hein. C'est quoi un tipster? Bon, ok, je vais dire en anglais. Je vais dire en anglais, c'est toi hein, l'américain de la... What is a tipster? Attends, mais je fais comme lui, il nous parle l'anglais sur le plateau. What is the tipster, you man? Know, my father told me. No, I mean. Place de Jambo. C'est bon, je passe mon tour. Voilà. Non, en réalité, je ne peux pas m'aventurer ce que je ne connais pas. Ok, d'accord. Un tipster, tout simplement, c'est une personne, une entreprise qui propose de vendre, d'échanger, comment on va dire, gratuitement les tuyaux sur les paris sportifs. Wow. Ah, les tuyaux. Oui, les tuyaux. C'est pas un délit d'initié, ça? C'est pas illégal, ça? On appelle un tipster. Je ne sais pas si c'est légal ou pas. Ah, d'accord. Donc, un tipster, c'est quelqu'un qui commet un délit d'initié. Oui. D'accord. Donc, c'est lui qui fait la taupe. Donc, vous comprenez justement pourquoi je ne veux pas y m'aventurer. Elle est bonne, celle-là. Ok, c'est quoi un bearing? Bon. Un quoi? Betting. Non, le pari. Non, attends. Ça va, on a posé la question. Non, posé la question. Non, le betting, c'est un pari, c'est une mise. C'est une mise. Non, c'est un pari. C'est une mise. Attends, lui, il va nous faire la traduction littérale. C'est-à-dire que c'est une mise. I'm betting something. So I'm putting something. C'est le pari, c'est pas la mise. C'est le pari. Le pari, c'est la mise, c'est le pari. Sincèrement, ils sont trop forts. C'est ce que vous croyez, hein, que vous êtes trop fort en fait. C'est quoi le... Non, en fait, c'est que quand on dit pardon, en termes de... Le betting, c'est la... Est-ce que je peux répondre? Vas-y, réponds. Voilà. Quand on dit dans les contrats, par exemple, on veut les bêtes. Tu fais une mise, tu fais une proposition. Oui, mais le betting, c'est la mise. Ok, vous faites aussi mise et pari, là, c'est différent.
Non. Ah, c'est quoi votre problème? Le betting, c'est l'action de miser. Mais miser, c'est quoi? Non, mais sauf que la mise, c'est le nom, c'est le substantif. Et betting, c'est le verbe, l'action de miser. Okay. You know what it is like when I want to bet or something. Bref, j'ai gagné le quiz. Non, tu vas gagner. Les téléspectateurs sont d'accord. J'ai gagné le quiz. Le betting, c'est tous ce qu'ils étaient en train de dire, sauf qu'ils veulent vous embrouiller. Hein. Donc j'ai gagné. Non, c'est un mot anglais. C'est le mot anglais qui désigne le pari sportif, c'est tout. Vous me fatiguez. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est la mise. Vous dites la même chose. C'est la mise, c'est le pari, c'est pareil. Attendez. Le pari, c'est pas une mise. Non, on va prendre la question suivante. C'est fatigant, ces gars. Alors, le double change. Qu'est-ce que c'est que le double change? Double change. Double change. Double change. You know, honestly. Le double change, c'est quand. Moi, je voulais. Franchement, je sais pas, je passe mon tour. Il peut pas dire honnêtement que je ne connais pas. Je passe mon tour. Il veut nous embrouiller. En fait, c'est juste un type de pari essentiellement utilisé au football. C'est ça le double change. Je voulais répondre. Non, je voulais juste Non, je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est la dernière pour la route? Qu'est-ce que c'est le HT et le FT? Le quoi? HT et FT. Handicap, non, finite time et half time. Yes, c'est mi-temps et fin du match. Oui, on sait half time, c'est ça. Normalement, non, j'ai dit. Tu m'as donné la définition de HT et de FT. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est la mi-temps et la fin du match. Dans le domaine du pari, ça indique que le match est fini, on ne peut plus miser. Et HT veut dire que simplement c'est la mi-temps. C'est pas vrai. Donc on peut encore miser. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Les spectateurs. C'est pas vrai. Soyez honnête. Si tu veux, on mise. Alors, en fait, c'est ça, quand même, on va dire, à mi-chemin de ce qu'il a dit, ça veut tout simplement dire, et ce qui veut dire tout simplement qu'avant la mi-temps, on peut miser, on a l'autorisation de miser, et maintenant, le FT, Final Time, c'est qu'après la mi-temps, donc les pronostics sont déjà faits. Pendant la mi-temps et après la mi-temps. Donc l'heure de jeu et pendant la mi-temps, pendant la pause et après l'heure de jeu, on ne peut plus miser, c'est tout simplement. Après il y a aussi l'handicap. L'handicap. J'ai pas voulu prendre l'handicap parce que tout le monde connaît ce que c'est l'handicap. Moi je connais même pas ce qu'on appelle un handicap. Mais tu n'aimes pas. Tu n'aimes, c'est même pas important que tu connaisses. Donne-nous le mot de fin. Déjà, moi je remercie les présidents de club. Je ne vais pas dire du CISEC parce que pour moi, il n'existe pas. Je remercie les présidents de club et la Ligue. Surtout celui de Tonnerre Calari. La Ligue professionnelle de football, l'Africa Foot, d'avoir trouvé des sparadraps par rapport à la crise qu'on a vécue, qui a handicapé le football camerounais pendant 7 bons mois. Et j'espère qu'ils prendront le temps de lever le sparadrap et soigner la blessure en profondeur. Okay. Je vais aussi profiter pour remercier encore TKC le président le directeur général du TKC. Ah d'accord. Monsieur Stéphane Semengue. Je vais passer la parole à Franck. Pour la confiance qu'il a portée à ma modeste personne. Vous savez, quand le chef d'État vous nomme, il y a souvent une phrase là, d'avoir pensé à ma modeste personne. Mais donc ce qui veut dire, c'est qu'il nous offre à boire après. Je travaillerai pas seul. Non, je vais préciser, je travaillerai pas seul. C'est toute l'équipe de Sport Business Squad qui travaillera pour le Tonnerre Calari Club, afin qu'on puisse ici au Tonnerre Calari Club au sommet de l'Afrique, un peu comme le TP Mazembe. Ouais, ça va se faire déjà. Il faut dire que la charte graphique de Sport Business Squad est pratiquement la même que celle du Tonnerre Calari Club, donc ça ne dérangera pas de travailler ensemble. Alors simplement dire une fois de plus, chaque fois, je le ferai quand même pendant un bon moment, demander à l'État de ne plus financer le football professionnel dans ce pays, mais plutôt d'encadrer et de réguler et surtout de créer, de mettre sur pied un véritable cahier de charge du club professionnel au Cameroun pour que les choses avancent. Okay, il faut dire que le Tonnerre Calari Club, c'est le seul club au Cameroun où un président de pays, un président, George Oponmoya. Donc c'était notre conclusion, c'est mon jet de bic, je suis très forte, je peux jouer au basket et sur le sport. Merci, je l'invite. Alors, je vais vous dire au revoir. C'était un plaisir. C'était un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui.
ce dimanche. Je vous souhaite d'avoir une bonne semaine. La semaine prochaine, ça sera une émission spéciale. Ne nous manquez pas, c'est moi qui le dis, hein. Ne nous manquez pas. Il y aura des chocolats. Très bon dimanche et restez connectés sur notre chaîne. Il y aura des chocolats.